Moi j'ai vu ton poste et hier j'ai parlé à Hugo et je lui ai dit écoute j'amène ce que j'ai, si ça sert, si ça sert pas, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est là, le dernier bout de gaffeur est posé. Professionnel. Bienvenue à vous tous, merci d'être là, merci de votre soutien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Bernard Friot. Merci à lui de nous soutenir aussi, d'être venu jusqu'ici. Il habite dans la vallée de la Roya. Et donc il a fait le déplacement quand même. Merci beaucoup, on est très honorés de sa présence. Juste deux petits mots d'introduction pour vous dire que pour nous, c'est notre premier anniversaire, enfin de semaine, je ne sais pas comment on dit, 7e anniversaire. Hebdo-masse. Ouais, enfin bon. Voilà, ça fait une semaine que nous sommes dans le théâtre de Nice. C'est bien, on a tenu jusque-là et je pense qu'on est capable de tenir encore très longtemps parce qu'on a une détermination très forte, on a une équipe soudée et on a le soutien de plein de gens, de vous et puis d'autres personnes qui... Ce matin, il y a des gens qui sont passés nous amener des couettes et des pissaladières. Et une copine qui nous a amené des tourtons à la blette, super bon. Voilà, enfin ça n'arrête pas, donc c'est bien avec l'appui de nos concitoyens. Beaucoup de gens nous disent que ce qu'on fait c'est bien, qu'on est là pour eux, pour tout le monde. C'est ce qu'on pense aussi. Une nouvelle d'ailleurs à ce sujet, c'est que aujourd'hui, je crois qu'on en est à 75 lieux de spectacle occupés en France. Bravo à tous et toutes, dans toute la France. Ce qu'il y a de beau dans ce mouvement, je pense qu'il est historique quand même. Enfin, c'est qu'il dure, il ne se fatigue pas du tout, il est plein d'idées et plein de solidarité. On a des réunions par Zoom régulièrement avec tous les autres théâtres occupés. Et on voit que tout le monde est animé de la même détermination, la même vigueur. Voilà. Donc ça promet. Une autre nouvelle, c'est que vous savez que la première revendication de notre mouvement, c'est le retrait pur et simple de la réforme d'assurance chômage, qui est complètement ignoble. Et d'ailleurs, c'est même incroyable que ce gouvernement ose faire passer cette réforme aujourd'hui et ose fixer une date le 1er juillet pour la mettre en application. C'est carrément incroyable, mais bon. Donc il y a un recours qui a été déposé par la CGT devant le Conseil d'État pour l'annuler, cette réforme, pour la casser. Voilà. Il faut savoir qu'elle avait déjà été annulée en décembre, suite à un recours devant le Conseil d'État de plusieurs syndicats. Mais le gouvernement est revenu à la charge, obstinément, en changeant quelques phrases, quelques mots, quelques petits détails par-ci par-là, en disant c'est plus la même réforme, donc on peut la mettre en application. Voilà. Donc on espère vraiment que le recours sera suivi des faits. On vous tiendra évidemment au courant. Bon, je vais laisser la parole maintenant à Bernard Friot, qui est ici, à Violaine Darmon aussi, qui est violoniste à l'Opéra de Nice, et qui va échanger avec Bernard sur les sujets qu'ils vont nous exposer. Voilà, merci à tous et toutes. Merci à la CGT, à la CIP, à tous ceux qui organisent cette occupation. Demain, vous aurez d'ailleurs la chance, à la même heure, d'avoir comme intervenant Mathieu Grégoire, qui est vraiment spécialiste de l'industrie du chômage et qui est expert, disons, de la CGT dans le recours
devant le Conseil d'État pour l'annulation de cette réforme et qui avait été très actif dans les décisions prises en 2016 qui ont restauré la date anniversaire, etc. Il m'a été demandé de parler du salaire comme droit politique de la personne. Tout le monde aujourd'hui peut faire le constat que les seuls qui ont conservé leur salaire depuis le confinement, ce sont les fonctionnaires. Pourquoi? Parce que grâce aux luttes du XXe siècle, les fonctionnaires ont une qualification qui est liée à leur personne. C'est la qualification qui décide du salaire dans la convention collective, le salaire à la qualification du poste dans le privé. Et ce qui a été inventé pour les fonctionnaires, c'est que la qualification n'a pas comme support le poste de travail, si bien que sans poste, on est au chômage, on est sans droit, etc. Mais que le support de la qualification, c'est la personne elle-même, ce qu'on appelle le grade du fonctionnaire. C'est pour cela que les fonctionnaires ne connaissent pas le chômage, c'est pour cela qu'ils ne connaissent pas de réduction de leur salaire. Leur salaire peut stagner ou progresser, et c'est pour cela que leur pension de retraite, c'est la poursuite de leur dernier, par définition meilleur d'ailleurs, salaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur poste qui est payé, ce n'est pas un contrat de travail décidant de telle ou telle tâche qui va être faite qui est le support de leurs droits. Un fonctionnaire n'a aucun contrat avec aucun employeur. Le support de leurs droits, c'est leur personne, à travers des épreuves de qualification qu'ils passent au départ pour entrer dans la fonction publique et ensuite pour y progresser. Et pourquoi est-ce que cette situation ne pourrait pas être celle de tout le monde? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas tous avoir une rémunération non pas liée à un poste, à un contrat, à une tâche, mais à notre personne même? Actuellement, à cause des combats qui ont été menés au XXe siècle, à peu près le tiers des plus de 18 ans, donc c'est pas du tout marginal, ont un salaire qui est lié à leur personne et non pas à un poste, à une tâche ou à un contrat. À peu près le tiers des plus de 18 ans. Vous avez les 5 millions de fonctionnaires, vous avez à peu près la moitié des retraités, qui a conservé son salaire aussi pendant le confinement, les retraités. Alors la moitié, sur les 15 millions de retraités, et surtout les femmes, beaucoup sont très loin de leur salaire de référence. Mais il y a à peu près la moitié des retraités qui ont une pension supérieure au SMIC et entre 80 et 100% de leur salaire de référence. Ça fait plus de 7 millions de personnes qui ont un salaire lié à leur personne. Et puis, vous avez les statuts de l'EDF-GDF, de la SNCF, de la RATP, qui ont été copiés sur celui de la fonction publique à la Libération, en partie, en 1946, ou avant, même en 1937, pour la SNCF. Ces statuts sont très attaqués. Macron a ouvert sa présidence en supprimant le statut des cheminots, par exemple, celui de France Télécom est également en voie de disparition. Enfin, il reste quand même plus d'1 million de salariés à statut. Et puis, nous avons également, dans les branches à forte implantation syndicale,
un dispositif qui n'est pas du salaire à la qualification de la personne, mais enfin qui s'en rapproche indirectement. C'est ce qu'on appelle le droit à carrière, comme dans la métallurgie, dans la chimie, dans la banque, etc. Le mouvement syndical a pu imposer le fait que lorsque dans cette branche on change de poste, ça ne peut être que pour un poste au moins aussi qualifié. On ne peut pas baisser en qualification. Alors certes, le chômage existe puisque c'est les postes qui sont le support. Le chômage n'existe que si c'est les postes qui sont le support. Il n'y a pas de chômage si c'est la personne qui est le support du salaire. Donc c'est le poste qui reste le support, donc il y a du chômage dans ces branches, mais la carrière, c'est pour ça qu'on parle de droit à carrière, ne peut pas se traduire par une baisse du salaire, y compris si on change d'entreprise. L'entreprise dans laquelle on entre doit embaucher le nouvel arrivant au moins au niveau de qualification de son poste antérieur. En tout, ça fait 17 millions de personnes qui ont un salaire lié à la personne aujourd'hui, sur 50 millions de plus de 18 ans. Le tiers des plus de 18 ans a déjà un salaire lié à la personne. Il faut passer à 100%. Il faut passer à 100%. On voit bien, le confinement montre l'absurdité de payer à la tâche. Ça, c'est la rémunération capitaliste. La rémunération capitaliste, c'est le paiement à la tâche. Soit comme travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, il est payé à la tâche, entièrement. C'est sa performance sur le marché des biens et services qui décide de son bénéfice et de sa rémunération. Et puis, tous les CDD de mission, les CDD d'usage, je ne parle pas des stages et autres mesures jeunes qui accablent la jeunesse, tout ça c'est du paiement à la tâche. C'est contre le paiement à la tâche que la CGT a construit le salaire à la qualification contre les patrons. Le mot qualification, c'est un mot qui écorche la bouche des patrons, toujours. Ils parleront de compétences, ils parleront de trucs comme ça. Et donc, si les salariés du privé ont pu conserver 84% de leur salaire, c'est parce que il y a des conventions collectives qui prévoient du salaire à la qualification. Et la qualification, c'est pas la mesure de la tâche que l'on fait. Pas du tout. La qualification, c'est indice 575, c'est OHQ, enfin c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la tâche que l'on fait. La force de la CGT, parce que dire mouvement syndical, c'est un peu un euphémisme, c'est la CGT. Sud n'existait pas encore. Bon, la CGT, solidaire aujourd'hui, disons, c'est la CGT qui a inventé le salaire à la qualification, qui fait que ceux qui ont un emploi dans le privé ont conservé 84% de leur salaire, ça parce que c'est la qualification du poste, et puis ceux qui ont une qualification de la personne, les 17 millions dont j'ai parlé, ils ont conservé la totalité de leur salaire. Et ça doit devenir la situation de tous. Le confinement a montré l'absurdité de laisser sans ressources des personnes qui n'ont pas de tâche. La rémunération à la tâche, c'est quelque chose de préhistorique qu'il s'agit de supprimer complètement. Et donc, les revendications qui vont en ce sens, c'est que, par exemple, les personnels de la culture qui sont dits permanents dans un orchestre, par exemple, et qui sont souvent des contractuels de la fonction publique, et ils doivent dire des titulaires de la fonction publique, ils doivent dire fonctionnaires. Je m'expliquerai sur ce mot qui peut susciter des réactions en disant « mais moi je ne veux pas travailler pour l'État, je sais pas quoi, mais moi je suis fonctionnaire, je ne travaille pas pour l'État. » Attention, je travaille d'abord pour moi-même, et j'ai d'abord pu mener ma recherche en toute liberté, parce que
j'avais un salaire qui était lié à ma personne, qui était un droit politique, qui fait que j'ai pu extrêmement librement mener mon activité de chercheur. Parce que je n'étais pas là à quémander mes ressources à un employeur. Revendication qui va également dans le sens du salaire à la personne, passer pour les intermittents du spectacle de 507 heures, qui est déjà conquis par rapport aux 1000 heures de 69. Hein, le régime des intermittents, Mathieu Grégoire, qui sera là demain, est l'auteur d'un ouvrage magnifique que vous connaissez sans doute, j'espère, hein, les intermittents du spectacle. Il a analysé 100 ans d'archives sur le combat des personnels du spectacle vivant, hein, depuis 1919 jusqu'en 2011 ou 12, dans lequel il montre comment s'est construit hein, les activités collectives des personnels du spectacle vivant et puis leur statut social à travers le régime des intermittents. Donc le régime des intermittents devient vraiment efficace lorsqu'on passe de 1000 à 507 heures en 79, et maintenant l'heure est venue de passer à 250, hein, bien sûr, en attendant d'être à zéro. Hein. Zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire est un droit de la personne, que le salaire n'est pas la photographie de mes activités validées sur des marchés sur lesquels je n'ai aucune prise. Sortir nos vies de cette épée de Damoclès, soit de l'emploi, soit de la réussite sur le marché des biens et services quand on est indépendant, pour que nous devenions les acteurs politiques de la production. Parce que le salaire comme droit politique n'a de sens que s'il est au service de travailleurs qui sont décideurs. On voit l'enjeu d'être décideur. Hein. Quand on regarde par exemple ce qu'il en est des soignants, bon, nous savons tous maintenant surabondamment qu'au cours des 40 dernières années, les gouvernements successifs ont soigneusement rendu l'hôpital public incapable de faire face à une épidémie. Au nom du flux tendu, au nom de zéro stock, enfin au nom du numerus clausus pour la formation des soignants, avec l'épidémie, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu les gestionnaires qui avaient pris le pouvoir à l'hôpital. Hein, progressivement, les soignants ont perdu le pouvoir sur leur travail. On a vu les gestionnaires des agences régionales de santé qui avaient pris le pouvoir sur les caisses d'assurance maladie, gérées jusqu'en 67 par les travailleurs eux-mêmes. On a vu tous ces gens-là dans les choux, absolument incapables de faire face à l'épidémie. Qui y a fait face? Les soignants eux-mêmes. En français, hélas, les soignants ne fait pas voir qu'il s'agissait d'abord de soignantes. Et qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui? J'ai été très attentif au fait que depuis la fin du premier confinement, aussi bien les directions d'ARS que les directions d'hôpitaux font la chasse à tous les soignants et toutes les soignantes qui ont relevé la tête pendant le premier confinement. Tellement la question du pouvoir sur le travail est absolument centrale. Donc, il faut marcher sur deux pieds dans cette affaire. Conquérir le fait que le salaire devienne un droit politique, qu'à 18 ans,
tout le monde, et automatiquement, ça devient un enrichissement de la citoyenneté, quel que soit son passé scolaire, quel que soit son handicap, tout le monde a le premier niveau de qualification, et donc le SMIC revendiqué, c'est 1 700 € actuellement, net. Donc tout le monde a 1 700 € à 18 ans, et puis peut progresser jusqu'à sa mort. Moi, je suis retraité, je suis indigné de ne pas pouvoir monter en qualification. Enfin, à 85 ans, je ne serai plus en capacité d'écrire des bouquins qu'aujourd'hui. C'est inadmissible qu'à partir de 62, 63 ans, pouf, c'est fini. Bonjour, au revoir. Ben non, bien sûr que non. J'entends bien être jusqu'à ma mort en capacité de produire de la valeur, être reconnu comme tel. Jusqu'où alors? Je pense que un rapport de 1 à 3 qui correspond aux conventions collectives, enfin au rapport, ce qu'on appelle le rapport interdécile, hein, c'est-à-dire le salaire moyen des 10% les moins payés comparé au salaire moyen des 10% les mieux payés. Ce rapport interdécile, il est de 1 à 3 dans les conventions collectives les mieux négociées ou dans la fonction publique. Et il s'agit, cette fois-ci, de passer effectivement de 1 à 3, non pas en rapport interdécile, mais en rapport interpersonnel, c'est-à-dire que personne n'est moins de 1 700 € et personne plus de 5 000. Voilà, un salaire maximal de 5 000 €. Au-delà, en dehors d'emmerder le monde, on ne voit pas très bien ce qu'on peut en faire. Hein. Et donc, et c'est vrai que celui qui a plus de 5 000 €, souvent emmerde le monde d'ailleurs. Hein, et donc, cette proposition, hein, d'inscrire nos vies dans un droit politique nouveau, la qualification personnelle, qui est parfaitement alors finançable, hein, je le signale pour ceux qui disent alors comment on va financer? Actuellement, ce qu'on appelle le revenu disponible en comptabilité nationale, c'est-à-dire la somme des salaires et bénéfices moins les impôts plus les prestations sociales, hein, c'est-à-dire le revenu disponible, hein, mon salaire ou mon bénéfice moins impôts plus les prestations sociales, il est de 1500 milliards. Si vous divisez 1500 milliards par 50 millions de plus de 18 ans, vous avez 30 000 € par personne et par an. Nous pouvons parfaitement assurer un salaire moyen de 2500 € par personne et par an de plus de 18 ans comme droit politique. Un salaire moyen inscrit dans une fourchette qui irait de 1700 à 5000. Mais le deuxième pied sur lequel il faut que nous marchions, c'est évidemment la responsabilité sur le travail. Parce que dans le capitalisme, à la fois nous sommes en permanence dans l'aléa sur nos ressources, il faut qu'on quémande à nos maîtres notre reconnaissance sociale, mais en plus, nous sommes irresponsables. Ce n'est pas nous qui décidons du travail. N'espérons pas sortir du capitalisme si nous ne prenons pas la conquête du travail. Ce n'est pas la conquête du pouvoir d'État qui nous fera sortir du capitalisme. Supposons qu'on prenne le pouvoir d'État, mais que ce soit toujours les capitalistes qui décident de la production. Ils tiennent en otage la société. Nous avons beaucoup d'exemples de prise du pouvoir par la gauche qui aboutissent sur des fiascos. Stop! On va arrêter ce genre d'imaginaire. L'imaginaire, c'est pas de prendre le pouvoir sur l'État. L'imaginaire, c'est de prendre le pouvoir sur le travail. Distribuer 1700 € à tout le monde à 18 ans, mais ça suppose une toute autre école, qui soit une école de l'apprentissage de la co-responsabilité sur les entreprises, sur les lieux de travail. Et non pas l'apprentissage de la compétition sur le marché du travail comme elle l'est aujourd'hui. Ça suppose évidemment comme chemin, de même que je parlais des 250 heures pour l'intermittence, de la transformation de contractuels de la fonction publique en fonctionnaires, qui sont des revendications intermédiaires, les revendications pour aller vers
le salaire comme droit politique, ben, il y a un chemin aussi pour aller vers la maîtrise du travail. Par exemple, nous sommes engagés dans une bataille sur les retraites. Qu'est-ce que pourrait être une attitude offensive et non pas une défense, comme nous sommes englués, hein, nous défendons. Mais défendre, c'est être battu, toujours. Qu'est-ce que pourrait être une attitude offensive sur la retraite? C'est la retraite à 50 ans, bien sûr, parce que c'est à 50 ans que le rapport au marché du travail est le plus hasardeux. Quelqu'un qui est licencié à 50 ans, il est sûr de ne pas retrouver un emploi aussi qualifié. Et puis à 50 ans, c'est le moment où on est en pleine possession de ses moyens professionnels et où on est en rage, parce qu'on n'arrive pas à travailler comme on l'entend. Ou bien on est coincé dans un lieu de travail où, parce que c'est notre poste qui est le support de nos droits, ben on ne le quitte pas, alors qu'on s'y emmerde. Et on voudrait aller ailleurs, mais on ne peut pas. Mais il s'agit de libérer ces cinquantenaires, en attendant de libérer tout le monde à 18 ans, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. Il faut aller, comment aller vers, hein, en utilisant toutes les batailles que nous sommes en train de mener. Eh bien, à 50 ans, tous les cinquantenaires deviennent titulaires de leur salaire, qui est porté au salaire moyen. La CGT revendique le doublement du salaire au cours de la vie active. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'en gros, à 50 ans, on est au salaire moyen. Le salaire moyen, c'est 2300 € actuellement, net. Eh bien, à 50 ans, tous les salaires inférieurs à 2300 sont portés à 2300. Tous les salaires supérieurs à 5000 sont portés à 5000. On est dans un rapport de 1 à 2, d'accord? Et cela jusqu'à la mort, avec la possibilité de monter en qualification pour ceux qui sont en 2003, dans la limite évidemment des 5000. Bon, ça c'est... Et cela, quelle que soit la durée de carrière, quelles que soient les cotisations, etc., etc. Hein? Poser le salaire comme un droit politique. Mais avec une responsabilité. Ces cinquantenaires qui sont en pleine possession de leurs moyens, leur responsabilité, ça va être de contribuer à l'auto-organisation des travailleurs contre les directions. C'est pour ça qu'il faudra aussi qu'ils soient protégés contre le licenciement, comme le sont aujourd'hui les délégués syndicaux. Donc à la fois titulaires de leur salaire et protégés contre le licenciement, bien, ils auront comme responsabilité d'auto-organiser les travailleurs contre les directions. Les directions qui, en général, nous conduisent à faire du travail que nous n'aimons et ne voulons pas faire. Il s'agit de se fonder au contraire, on l'a bien vu dans le premier confinement, y compris chez les artistes ou chez les personnels de la culture en général, toutes les initiatives qui ont été prises. Prenons, dans un autre domaine, prenons l'aéronautique par exemple, à Toulouse, mais vous avez eu une effervescence intellectuelle. Comment convertir tout l'outil toulousain pour d'autres choses que de faire des avions qui ne concernent que toute petite minorité et qui ont un effet écologique désastreux. Comment convertir tout ça pour d'autres choses? Des avions aussi, bien sûr, il en faut un petit peu, mais pas de trop, disons. Bon, ils ont eu énormément d'initiatives. Quelle a été l'obsession de leur direction? Mais s'attaquer à tous ceux qui avaient pris des initiatives, bien sûr. Ôter l'intranet, par exemple, où il avait été possible de s'exprimer, pouf, au niveau interdit, etc., etc., etc. Exactement la même chose que ce que j'ai signalé pour l'hôpital. L'enjeu fondamental aujourd'hui, il est double. Conquérir le salaire comme droit politique et conquérir la maîtrise du travail sur les lieux de travail. Et toute revendication doit être l'occasion de la conquête de ces deux dimensions, de la souveraineté sur le travail qui définit le communisme. Le passage au communisme, la sortie du capitalisme, c'est le passage à la souveraineté sur le travail par les travailleurs eux-mêmes. Et ça suppose ces deux grosses bagarres. Parce que la seconde, elle est très difficile parce que nous avons été complètement biberonnés à l'irresponsabilité.
à la délégation de responsabilité. Regardez, dès l'école, on nous fait élire des délégués de classe, cette saloperie, d'accord, ça va? C'est-à-dire que... Et on présente ça comme de la démocratie, alors que c'est une lutte contre la démocratie permanente. Nous avons été biberonnés à l'irresponsabilité, tout en étant en permanence sanctionnés, hein, menacés de chômage, de discipline, etc., etc. À la fois sans responsabilité et suspect. C'est ça l'anthropologie capitaliste. Irresponsable mais suspect. Il s'agit de conquérir la responsabilité. Non pas la responsabilité culpabilisatrice que le capitaliste essaye de nous coller sur le dos en permanence. Hein. La responsabilité collective sur les lieux de travail, sur nos moyens de travail. Si nous prenons une autre bataille actuelle, qui est l'alimentation, à la fois pour des raisons écologiques et pour des raisons que le confinement a révélées, hein, non pas à créer, mais à révéler. Il a révélé combien de personnes dépendent de l'aide alimentaire et sont dans une situation de grande fragilité. Bon, comment sortir du truc? Certainement pas en améliorant l'aide alimentaire de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. Mais en créant, comme nous l'avons fait pour le soin, une sécurité sociale de l'alimentation. Une sécurité sociale de l'alimentation qui pourrait se faire exactement comme on l'a fait pour la sécurité sociale du soin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 lorsque se construit la sécurité sociale du soin, qui n'existait pas du tout avant, hein. J'ai l'âge d'avoir visité des hôpitaux dans les années 50, des hospices, etc. C'était éprouvant, on va dire, hein. La technicité du soin y était nulle, etc., etc. En plus, c'était des femmes religieuses, alors des femmes qui en plus ont la vocation, on n'allait quand même pas les payer, hein, etc., d'accord. Tout ça a été complètement subverti dans les années 60 par une hausse des salaires massive, mais non pas sous forme de monnaie en espèces, hein, la monnaie qui va sur un compte bancaire, mais sous forme de ce qu'on appelle la monnaie en nature, celle de la carte vitale. C'est de la monnaie, hein. Les professionnels de santé, les hôpitaux, ils sont payés. C'est pas gratuit, d'accord? On est dans de la monnaie, on est sur un marché du soin. Mais cette monnaie, elle n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. En matière alimentaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le confinement a montré le salaire, mais incroyablement bas, on le savait, mais on n'avait pas pris de conscience suffisante, hein, de toutes les premières de corvée, comme on a dit à l'époque très justement, pour moquer les prétendus premiers de cordée à la Macron, d'accord, dont on s'est parfaitement passé par le premier confinement, alors que les premières de corvée, c'était impossible, d'accord. Alors, elles sont fort mal payées. Le salaire médian aujourd'hui, j'ai parlé du salaire moyen qui est de 2300 €. Le salaire médian, c'est-à-dire celui qui partage les travailleurs en 50% qui ont moins et 50% qui ont plus. Il est de 1700 €. La moitié des travailleurs gagnent moins de 1700 € aujourd'hui. Employés ou dans le privé, hein, ou je veux dire indépendants, hein, la moitié. J'ai parlé du SMIC revendiqué qui est 1700 €. Il y a donc de toute façon déjà la moitié des salaires qu'il faut augmenter. Et puis si on augmente tous les salaires jusqu'à 1700, les salaires à 1700 vont aussi augmenter jusqu'à 2000. Enfin, vous voyez bien. On va avoir là plusieurs centaines d'euros d'augmentation de salaire par personne. Absolument indispensable. Nous pourrions faire que ces augmentations se fassent en monnaie, en nature. C'est-à-dire que chacun ait une carte vitale abondée, hein, de plusieurs centaines d'euros pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir bénéficier de transport, de proximité, bénéficier des premières consommations d'eau et d'énergie,
bénéficier de prestations culturelles auprès du logement aussi, auprès de professionnels conventionnés. Et qui on va conventionner? On ne va pas conventionner Carrefour, hein. On ne va pas conventionner Lidl, on ne va pas conventionner l'agro-business, parce qu'il y a un enjeu démocratique dans cette affaire. Sinon, on crée un marché public pour nos adversaires, comme on l'a fait avec Sanofi pour le soin. On ne va conventionner que les producteurs alternatifs d'alimentation, que les distributeurs alternatifs d'alimentation. On va les sortir de la marginalité, tous ces dissidents, parce qu'une des réalités nouvelles extrêmement intéressantes aujourd'hui, c'est que nous avons maintenant des dissidents en matière économique. Des tas de personnes qui sont déterminées à ne pas faire de merde pour le capital. Qui sont donc décidés à décider au travail. Une des deux jambes du communisme, décider au travail, du travail concret. L'autre étant en être en capacité de le faire parce qu'on a un salaire lié à notre personne. Eh bien, il s'agit de sortir tous ces dissidents de la marginalité, et vous le voyez en matière de culture, ce que pourrait être une sécurité sociale de la culture, sortir tous ces dissidents de la marginalité en leur offrant ne serait-ce que 100 € par personne et par mois en matière d'alimentation. Ça supprime l'aide alimentaire, parce que tout le monde a de toute façon 100 €, il n'a pas à les quémander au resto du cœur, d'accord? Mais deux, ça représente le tiers du marché, hein, ça représente 80 milliards, hein, parce qu'on est 60 millions, 80 milliards sur un marché qui est de 240 milliards à peu près. C'est-à-dire qu'on va sortir le tiers du marché de la logique de l'agro-business. On va soutenir tous les alternatifs de l'alimentation, les sortir de la marginalité. Et puis, si vous enlevez le tiers de son marché à Carrefour, Carrefour s'effondre, parce qu'il, lui, il est à 5% près, vu le type de rentabilité de ses boîtes. Donc, du coup, les salariés de Carrefour vont se dire, mais attendez, si nous voulons être conventionnés, il faut, que nous devenions propriétaires de la boîte, parce que ce serait un critère du conventionnement. 2, etc., d'accord? C'est-à-dire que nous allons susciter ce mouvement qui n'est pas spontané. Il n'y a pas actuellement une majorité de travailleurs qui souhaitent devenir propriétaires d'usage de leur entreprise. Donc il s'agit de construire cette majorité. Et vous voyez comment une sécurité sociale de la culture, une sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale du logement, à la fois répond aux urgences écologiques, puisqu'on ne conventionne que des producteurs cohérents avec notre survie comme espèce sur la planète, et puis des producteurs à qui, c'est comme ça, qui ne vont pas se payer sur ce qu'ils vendent. Leurs bénéfices, ils vont le cotiser à la caisse de l'alimentation, qui les payera à la qualification. C'est-à-dire qu'on va sortir tous ces travailleurs indépendants ou les salariés des entreprises de l'alimentation de l'aléa du marché. Ils vont avoir un salaire à la qualification. Vous voyez comment nous pouvons avoir une série de propositions cohérentes qui nous font sortir du capitalisme par les deux pieds nécessaires, le salaire comme droit politique de la personne et la souveraineté des travailleurs sur leur travail.